Vous devez absolument regarder cette vidéo. Partage d'abord ton avis. Selon toi, comment les institutions profitent-elles de notre manque d'éducation financière? Eh bien, je pense que notre système économique, est conçu, pour maintenir la majorité des gens dans la pauvreté. Et notre système économique est fait pour tirer profit des situations où les gens sont financièrement pauvres. Maintenant, tu pourrais dire « Dust, mais tu as l'air d'un adepte des théories du complot. » Eh bien, je n'essaie pas d'être un adepte des théories du complot. J'essaie simplement d'expliquer qu'après avoir appris comment fonctionne l'argent, on commence à comprendre pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent. Et je vais expliquer exactement ce que je veux dire. Les banques font des profits lorsque tu es endetté. Si tu as des dettes de carte de crédit, ta banque gagne de l'argent. Si tu es à découvert, ta banque gagne de l'argent. Si tu dépenses de l'argent pour des voitures que tu ne peux pas te permettre, ta banque gagne de l'argent. Quand tu sors acheter une maison que tu ne peux pas te permettre, tu empruntes encore plus d'argent. Et au final, plus tu t'endettes, plus ton prêteur gagne de l'argent. La deuxième chose, c'est que les entreprises profitent quand tu es endetté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les entreprises adorent quand tu dépenses de l'argent. Les entreprises veulent que tu achètes leurs produits. Donc, si elles arrivent à te faire acheter quelque chose grâce à leur marketing, et rappelle-toi, elles embauchent les meilleurs marketeurs et MBA du monde pour te donner envie d'acheter, elles gagnent de l'argent. Mais si tu ne peux pas te le permettre, eh bien, elles peuvent alors te vendre le financement pour acheter leurs produits et là, elles gagnent encore plus d'argent car elles peuvent vendre encore plus de choses. Donc, les entreprises adorent quand tu es financièrement ignorant parce qu'elles peuvent ainsi vendre encore plus de leurs produits. Les gouvernements adorent aussi quand tu es financièrement ignorant parce que, premièrement, si tu ne t'y connais pas en finance, cela veut dire que tu seras un employé et un consommateur. En tant qu'avocat qui n'est pas ton avocat, ce que je peux te dire, c'est que notre code fiscal aux États-Unis impose les revenus de manière différente. Quand je gagne de l'argent grâce à mes investissements, disons que je vends mes actions et que je gagne 1 million de dollars et que toi, tu gagnes 1 million de dollars en tant que médecin, un chirurgien. Tu vas travailler chaque jour pour gagner ce million de dollars. Tu vas en payer la moitié en impôts selon l'endroit où tu vis. Si tu es en Californie, la moitié partira en impôts. En tant qu'investisseur, je ne paye que 20% d'impôts. Donc, les personnes qui sont salariées paient les taux d'imposition les plus élevés, ce qu'on appelle les taux d'imposition ordinaires, tandis que les investisseurs paient moins d'impôts. C'est la première partie de la façon dont les gouvernements tirent profit. Mais aussi, de l'autre côté, il y a la consommation. Et ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, si tu regardes maintenant le bilan du gouvernement des États-Unis, et je ne veux pas devenir trop technique, mais ce qu'un bilan te montre, c'est que chaque entreprise a un bilan qui présente les actifs et les passifs. Le principal actif au bilan du gouvernement des États-Unis, ce sont les prêts étudiants. Maintenant, celui-ci est intéressant parce qu'il y a évidemment beaucoup de discussions autour des prêts étudiants et de la façon dont ils empêchent la personne moyenne d'acheter une maison, une voiture et de se constituer un patrimoine. Eh bien, les prêts étudiants financent aussi les dépenses du gouvernement. Ils représentent le plus grand actif du bilan des États-Unis. Et si vous ne me croyez pas, allez simplement sur Google et tapez « le plus grand actif au bilan des États-Unis » et vous verrez. Donc, il y a ce discours qui dit « les prêts étudiants nuisent à nos citoyens », mais en même temps, le gouvernement adore les prêts étudiants qu'il vous vend parce qu'il continue de financer les dépenses publiques. Maintenant, je ne vais pas entrer dans le débat de savoir si les dépenses du gouvernement sont bonnes ou mauvaises. C'est à vous d'en juger. Mais l'un des plus grands actifs, ce sont les prêts étudiants. Cela crée alors naturellement un sentiment de colère. Les banques sont mauvaises, les entreprises sont mauvaises, les gouvernements sont mauvais. Et maintenant, je veux que vous preniez une grande inspiration et que nous changions un peu de perspective. Parce que je veux que vous compreniez comment cela fonctionne. De cette façon, vous pourrez utiliser le système et apprendre à gagner dans ce système. Parce qu'il y a des personnes qui apprennent à utiliser les banques et qui se servent de l'argent des banques pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils utilisent la dette pour acheter des entreprises ou des biens immobiliers locatifs qui leur rapportent de l'argent.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la dette. Je ne le préconise pas, mais je dis simplement que c'est une autre façon de voir les choses. Ou bien vous pouvez utiliser les banques comme un endroit pour placer votre argent et toucher des intérêts au lieu de simplement payer des intérêts aux banques, n'est-ce pas? Quand je garde mon argent sur un compte d'épargne à haut rendement, les banques me versent des intérêts pendant qu'elles conservent mon argent et je ne leur envoie pas de chèque parce que je n'ai pas de dette de carte de crédit. Les entreprises. J'aime certaines belles choses. Il n'y a rien de mal à avoir de belles choses. Vous voulez pouvoir acheter de belles choses, il faut juste éviter de les acheter quand vous n'en avez pas les moyens. Donc cela signifie que les entreprises veulent vous vendre des choses. Très bien. Je veux dire, c'est ce que toutes les entreprises du monde veulent faire. Si quelqu'un lance une entreprise, il veut vendre son produit. Le problème, c'est que les gens deviennent très négatifs à ce sujet parce qu'ils ont l'impression d'acheter sans cesse des choses qu'ils ne veulent pas, et donc maintenant, il faut mettre en place ce filtre. D'accord, les entreprises veulent me vendre des choses, c'est un fait. Maintenant, je ne suis pas obligé d'acheter. Ah, d'accord. Quand vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent, c'est vous qui avez le contrôle au lieu de leur laisser le contrôle. Donc, ce n'est pas parce que Macy's fait une promotion que vous devez forcément aller dépenser chez Macy's. Et maintenant, quand vous avez votre argent et que vous savez comment l'utiliser, vous pouvez utiliser les entreprises. Parce que, devinez quoi? Maintenant, quand vous voulez acheter quelque chose de bien, vous pouvez en profiter parce que vous pouvez apprécier la valeur de ce que vous achetez. Je n'ai rien contre le fait que quelqu'un achète de belles choses, une belle maison, une belle voiture, de beaux vêtements, de belles affaires. Assurez-vous simplement que vous pouvez vous le permettre et que c'est vraiment ce que vous voulez, au lieu de laisser l'entreprise décider que vous devez dépenser votre argent. C'est pareil avec le gouvernement. Vous savez, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, les États-Unis sont le meilleur endroit au monde où vivre. Ils ont la plus forte armée, la plus forte économie et notre système, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, celle-ci m'a pris beaucoup de temps parce qu'elle m'a vraiment mis en colère. Mais je vais être franc. Notre code fiscal de l'IRS et notre gouvernement incitent et sont conçus pour favoriser les personnes financièrement éduquées, les riches et les propriétaires d'entreprises. Période. Maintenant, vous pouvez entendre ça, vous énerver, taper du pied, crier, pleurer, vous plaindre, ou bien vous pouvez apprendre et en tirer parti. Je vous laisse décider de ce que vous ferez de cette information, mais notre système profite à certaines personnes plus qu'à d'autres. Si vous êtes investisseur, vous bénéficiez de taux d'imposition potentiellement plus bas. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, vous bénéficiez de déductions fiscales potentiellement plus importantes. Si vous êtes salarié, vous n'en bénéficiez pas. Si vous êtes endetté envers le gouvernement, vous continuerez à payer le gouvernement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez profiter des services gouvernementaux. Et c'est là que je veux que vous compreniez le jeu, que vous appreniez les règles du jeu. De cette façon, vous pouvez gagner dans ce jeu parce que ce qui arrive à la plupart des gens, c'est qu'ils jouent dans le système sans en connaître les règles. Ils ne savent pas comment fonctionne l'argent. C'est comme jouer au football américain. Vous allez en NFL et vous jouez sans casque, sans connaître les règles. Évidemment, vous allez vous blesser. Et c'est ainsi que la majorité des gens, en particulier en Amérique, jouent. Ils n'ont aucune idée de comment fonctionne le système et pourtant ils s'épuisent chaque jour en se demandant pourquoi il ne me reste jamais d'argent, pourquoi je n'ai aucune possibilité d'avoir la moindre liberté. Pourquoi cette personne riche, votre patron riche, cette personne avide, prend tout mon argent. Ils exploitent votre travail acharné et vous êtes là à essayer de comprendre comment nourrir votre famille. Mais pour sortir de ce système, il faut changer votre façon de penser, il faut changer ce que vous apprenez et il faut changer ce que vous faites. Et cela va vous permettre de vivre une vie complètement différente parce que ce système le permet aussi, mais la plupart d'entre nous ne l'apprennent jamais, car les écoles n'enseignent pas cela non plus. Le terrier du lapin, il est profond. C'est vrai. Et tu sais, j'adore la façon dont tu as partagé à propos de... C'est vraiment comme un bug dans notre code, cette mentalité consumériste qui nous fait croire que nous avons toujours besoin de choses inutiles et qui programme notre esprit à vouloir des choses et à penser qu'elles sont nécessaires et... Oui. C'est vraiment profond. Moi aussi, j'aime les belles choses. J'apprécie les objets de grande qualité. Et en même temps, tu sais, tu partages à quel point il est important de pouvoir quand même... Assure-toi simplement de pouvoir te le permettre et assure-toi que cela améliore vraiment ta vie et que tu y accordes réellement de la valeur et encourage cette gratification différée pour pouvoir investir dans des choses qui t'apporteront beaucoup plus de liberté et de mobilité financière à l'avenir, plutôt que de céder à des achats compulsifs qui, oui, la société valorise vraiment en ce moment. Et donc, nos auditeurs, j'en suis sûr, se situent sur tout le spectre, depuis ceux qui débutent
et n'ont pas d'argent, qui commencent de là tout juste à comprendre quelle sera leur carrière ou comment ils vont gagner leur vie, jusqu'à ceux qui, tu sais, sont déjà lancés dans leur carrière, prennent de l'élan et progressent, en passant par ceux qui, tu sais, sont extrêmement aisés. Quand tu regardes sur avec les conseils qui peuvent être les principes fondamentaux qui soutiennent tout le monde, peu importe où ils en sont, quels sont les points de base? Je sais que tu as brièvement évoqué les actifs par rapport aux passifs. Quels sont, selon toi, les principes fondamentaux que tout le monde devrait connaître en matière d'argent? Alors, je vais décomposer la méthode étape par étape et je vais la rendre très simple et basique parce que construire sa richesse, ce n'est vraiment pas de la science-fiction. Tu n'as pas besoin d'être un génie, mais tu dois, premièrement, investir dans ton éducation financière et être prêt à faire des sacrifices. Si tu peux faire ces deux choses, tu as la capacité de construire ta richesse, surtout si tu vis dans un pays développé. La première chose, c'est que tu dois gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Peu importe, tant que c'est légal, d'accord? Si c'est illégal, ne m'en parle pas. Mais tu peux gagner de l'argent avec un emploi, avec une entreprise, avec des petits boulots, ça m'est égal. Tu dois juste commencer à gagner de l'argent. Deuxièmement, quand tu gagnes de l'argent, ne dépense pas tout ton argent. Et maintenant, quand tu ne dépenses pas tout ton argent, la raison pour laquelle c'est difficile, c'est que la plupart des gens pensent que si j'ai 1000 dollars en poche, je peux m'acheter une télé à 1000 dollars. Non, tu dois arrêter de tout dépenser. Plus tu gardes d'argent, plus tu deviendras riche. Parce qu'ensuite, troisième étape, tu prends l'argent que tu n'as pas dépensé et tu achètes des actifs, pas des passifs. Donc, un passif, c'est quelque chose que j'achète et qui me fait perdre de l'argent. Ta voiture est un passif. Tes vêtements sont des passifs. Tes vacances sont des passifs. Ta maison est un passif. À chaque fois que je dis ça, ça énerve les gens, alors laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Donc, quand je dis que tes vacances sont un passif, c'est la première chose qui énerve vraiment les gens parce qu'ils disent « Non, Jaspreet, quand je suis parti en vacances, c'était un moyen pour moi de me détendre et de recharger mes batteries pour pouvoir gagner plus d'argent. » D'accord, mais combien ce voyage à Cancun t'a-t-il rapporté? Ça m'a coûté 6 000 dollars. D'accord. Est-ce que Cancun a remis de l'argent sur ton compte en banque? Non, mais Non. Si Cancun ne fait pas de dépôt direct sur ton compte bancaire, c'est un passif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dépenser pour ça, mais tu dois comprendre la différence entre un actif et un passif. De cette façon, tu peux avoir plus d'actifs pour acheter plus de passifs. La deuxième chose, c'est que je dis que ta maison est un passif. Et la raison, c'est que j'ai commencé à investir dans l'immobilier pendant le krach immobilier de 2008. Et je viens de Detroit, dans le Michigan. Et la région métropolitaine de Detroit... Sérieusement? J'ai grandi à Livonia. Non, c'est pas vrai. À 20 000 de chez toi. Ah, voilà. Notre bureau est au centre-ville de Detroit. Donc, tu te souviens alors? Detroit a été extrêmement touché. Livonia a été très touché aussi par le krach de 2008. Les maisons à Livonia se vendaient à 80% de moins que leur prix d'avant. C'est fou. C'était dingue. Et avant ça, tout le monde pensait que la valeur des maisons ne faisait qu'augmenter. La raison pour laquelle tout le monde dit que ta maison est un actif, c'est parce que, premièrement, ton agent immobilier, et je te le dis parce que j'ai été agent immobilier, on t'apprend en tant qu'agent immobilier à dire « votre maison est le plus gros investissement que vous allez faire ». Et quand tu penses que ta maison est le plus gros investissement que tu vas faire, devine quoi? Oh, eh bien, si je vais pouvoir transmettre cette maison à mes enfants, peut-être que je devrais en acheter une un peu plus grande. Peut-être que je devrais en acheter une un peu plus belle. Parce que, tu sais, je vais construire de la richesse. Petite pause pour t'annoncer deux choses. Ne quitte surtout pas cette vidéo. La première, c'est que la plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube. Alors, fais-nous cette faveur. Si tu aimes ce qu'on fait, abonne-toi à cette chaîne. La deuxième chose, c'est que nous organisons tous les jeudis une masterclass qui est complètement gratuite sur le leadership, le développement personnel et les finances. Alors, si tu veux en savoir plus et t'enregistrer pour participer à ces masterclass, suis simplement le lien en description de cette vidéo. Avec cette maison, je vais la rembourser et je vais avoir ce capital dans ma maison. Et puis, ce qui se passe, c'est que tu emménages dans la maison. Tu veux rénover la cuisine. Tu veux finir le sous-sol, n'est-ce pas? Tu veux une salle de jeu au sous-sol. Quelques années plus tard, il va se passer quelque chose dans la salle de bain. Maintenant, tu veux rénover la salle de bain. Ça devient un gouffre financier. Donc maintenant, tu payes chaque année pour entretenir la maison, tu payes tous les quelques années pour la rénover. Tu dois payer les taxes foncières, tu dois payer l'assurance, mais au moins ta maison prend de la valeur, non? Peut-être. Je veux dire, ça n'a vraiment d'importance que lorsque tu veux vendre. Parce que si, au moment de vendre, tu ne peux pas la vendre au prix où tu l'as acheté, ce qui est déjà arrivé par le passé, alors ce n'est pas
Je veux dire, tu perds de l'argent et même si elle vaut plus que ce que tu as payé, ça veut dire que tu dois vendre ta maison pour vraiment gagner de l'argent. C'est pour ça que je veux que tu considères ta maison comme un passif, même si financièrement tu la considères comme un actif, parce qu'il y a de l'équité dans ta maison, peu importe. Considère-la comme un passif, parce que l'argent que tu mets dans ta maison pour l'entretien, les rénovations, les taxes, l'assurance, le prêt immobilier, tu ne récupères rien de tout ça tant que tu ne vends pas. Et rien ne garantit que tu pourras la vendre avec un bénéfice. Et si tu dis, mais Jaspreet, je peux refinancer et sortir de l'argent de la maison, tu dois rembourser cet argent avec des intérêts en plus. D'accord? Donc, si tu dois t'endetter pour utiliser ton propre argent, je n'aime pas cette idée. C'est pour ça que j'aime considérer ces choses comme des passifs. Et au lieu de dépenser tout mon argent ici, je préfère le dépenser dans quelque chose qui va réellement me rapporter de l'argent. Quels sont les vrais actifs? Ça peut être ta propre entreprise, ça peut être des actions, ça peut être de l'immobilier. Maintenant, tu pourrais dire, eh bien, Jaspreet, la bourse peut s'effondrer. Tu pourrais ne pas gagner d'argent dans l'immobilier. Tu pourrais voir une entreprise échouer. Bien sûr, mais quel était mon état d'esprit en achetant ces actifs? Quand j'investis dans une entreprise, dans une action ou dans l'immobilier, je le fais dans le seul but de gagner de l'argent. Quand j'achète une maison pour y vivre, je l'achète pour créer des souvenirs, pour y habiter. Je l'achète pour l'expérience, pas pour des raisons financières. Quand j'achète un bien locatif, je l'achète pour que le flux de trésorerie, les revenus locatifs, puissent payer les dépenses et me rapporter de l'argent. Quand j'achète des actions, je le fais parce que je crois que leur valeur va augmenter ou qu'elles vont me verser des dividendes, c'est-à-dire de l'argent. Littéralement, de l'argent est déposé sur mon compte bancaire tous les 3 mois parce que certaines entreprises versent des dividendes. C'est un état d'esprit très différent et tu vas faire des erreurs avec ça. Parfois, ces actifs vont te faire perdre de l'argent. Ça fait partie du processus, d'accord? Tu vas perdre de l'argent à un moment ou à un autre. Tous les bons investisseurs passent par là, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et que tu pourras gagner encore plus d'argent si tu continues à investir. Donc maintenant, première étape, gagne de l'argent. Deuxième étape, ne dépense pas tout ton argent. Troisième étape, achète plus d'actifs que de passifs. Une règle simple ici, c'est que si tu payes 500 $ par mois pour ta voiture, tu ferais mieux de mettre au moins 500 $ par mois dans tes investissements. Quatrième étape, lorsque tu commences à gagner de l'argent grâce à tes investissements, réinvestis le cash flow. Donc, imaginons maintenant que tu commences à placer de l'argent en bourse, dans l'immobilier, et que tu commences à gagner un peu d'argent. Eh bien, la première chose qui peut être très tentante, c'est de se dire « Oh mon Dieu, je gagne de l'argent, je vais m'offrir de nouvelles vacances, je vais m'acheter une nouvelle voiture, je vais m'acheter de nouvelles chaussures. » Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est de prendre l'argent que ton argent t'a rapporté et d'acheter encore plus de cet actif. Et l'objectif pour l'instant, c'est d'accumuler tes actifs. Quand tu essaies de te constituer un patrimoine, tu dois commencer par empiler les actifs. Ainsi, tu peux d'abord construire ta richesse, car je veux que tu t'enrichisses avant d'enrichir Gucci, avant Louis Vuitton, avant tout le monde. Enrichis-toi d'abord. Il y a aussi beaucoup de satisfaction qui vient de cette discipline financière parce que bien sûr, tu veux améliorer ton niveau de vie à mesure que tu gagnes plus d'argent, mais si tu appliques cette discipline, la gratification différée est bien plus satisfaisante. C'est vrai quand tu y arrives. Et je ne suis pas toujours cet exemple, même si je le prêche en ce moment, tu vois? J'ai clairement beaucoup investi dans mon style de vie au fil des années et je pense vraiment que ça m'a rapporté, tu sais, à travers les relations que j'ai construites et plein d'autres choses. Mais, tu vois, vas-y, continue. Je crois fermement qu'il faut d'abord s'enrichir soi-même avant d'enrichir tout le monde autour, parce que c'est ça qui va poser les bases pour le reste de ta vie. J'appelle ça une décennie de sacrifice. Si tu es prêt à dépenser moins et à gagner plus pour pouvoir investir à fond, alors le reste de ta vie, tu pourras dépenser plus d'argent sans avoir à t'inquiéter du prix, parce que tu auras les investissements et les actifs pour le financer. Et c'est pour ça que le BII tu viens de Livonia, c'est ça. Au Michigan, on a de la neige, et si tu as déjà fait un bonhomme de neige, tu commences avec un petit tas de neige, n'est-ce pas? Ensuite, tu le poses par terre et tu commences à le rouler. Au début, tu ne vois aucun progrès parce que tu veux construire une grosse boule de neige, mais au début, tu ne vois rien du tout. Mais si tu continues à rouler, ça va devenir de plus en plus gros. Et si tu continues encore, ça grossit de plus en plus vite. À chaque fois que tu le fais rouler, il devient encore plus gros. C'est comme ça que fonctionne ta richesse. On appelle ça l'effet composé. Au début, tu commences à épargner et à investir. Tu ne vois aucun rendement, n'est-ce pas? Un rendement de 10% sur 100 000 $, ça fait 100 $. C'est rien. Mais un rendement de 10% sur 100 000 $, c'est 10 000 $. Et un rendement de 10% sur 1 million de dollars, c'est 100 000 $.
Tu vois, c'est le même rendement, c'est le même pourcentage, mais le montant en dollars que tu peux obtenir en investissant plus d'argent est bien plus important. Et c'est pour ça qu'au début, je dis qu'il faut être agressif, il faut dépenser moins, gagner plus, investir davantage. Et quand tes investissements te rapportent de l'argent, réinvestis-le, continue à tout remettre dedans parce qu'au début, il faut vraiment être agressif pour te constituer ce gros capital. Donc, on a parlé du premier point, gagner de l'argent. Deuxième point, ne dépense pas tout ton argent. Troisième point, achète plus d'actifs que de passifs. Quatrième point, quand tes actifs rapportent, achète plus d'actifs. Cinquième point, trouve gagner plus d'argent. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ce qui finit par arriver, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que tu commences à investir ton argent et tu te rends compte, waouh, je peux gagner de l'argent sans avoir à faire quoi que ce soit. Genre, je peux gagner de l'argent, mes investissements peuvent me rapporter de l'argent pendant que je suis à la plage, pendant que je gère mon entreprise, pendant que je fais ce que je veux. Et je continue à gagner de l'argent. J'ai envie de posséder encore plus d'investissements. Et donc maintenant, La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à dépenser moins d'argent. Parce que si je dépense moins, j'ai plus d'argent à investir, ce qui est très bien au début. Et j'y suis allé à l'extrême. Vraiment, j'ai arrêté de dépenser de l'argent pour tout ce que tu peux imaginer. Je veux dire, je réduisais vraiment mes dépenses sur tout ce que je pouvais. Mais il y a une limite au nombre de centimes que tu peux économiser sur ton salaire ou à l'argent que tu gagnes. En fait, il y a vraiment un gâteau de taille limitée. À un moment donné, tu ne pourras plus économiser davantage. Et c'est là que j'ai compris que, attends, si je gagne plus d'argent, maintenant je peux aussi avoir plus d'argent à investir. Et si je travaille pour gagner plus d'argent, il n'y a plus de limite à ce que je peux gagner. Parce qu'il y a une limite au nombre de centimes que je peux économiser sur mon salaire, mais il n'y a pas de limite à la taille que peut atteindre mon salaire. Et c'est là que je dois maintenant comprendre quelles sont les différentes façons de gagner de l'argent. Si je travaille dans un emploi, peut-être que ça veut dire que je vais essayer d'obtenir une augmentation ou une prime. Peut-être que je travaille pour obtenir une promotion. Si je ne peux pas le faire dans ce travail, peut-être que je dois changer de carrière. Peut-être que je dois aller obtenir un certificat. Peut-être que je dois retourner à l'école. Peut-être que je dois prendre un deuxième emploi. Peut-être que je dois faire autre chose. Oui, cela demande plus de travail, surtout au début, mais cela peut changer la trajectoire de votre carrière. Peut-être que cela signifie que vous lancez une activité secondaire. Peut-être que cela... Petite pause pour t'annoncer deux choses. Ne quitte surtout pas cette vidéo. La première, c'est que la plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne YouTube. Alors, fais-nous cette faveur. Si tu aimes ce qu'on fait, abonne-toi à cette chaîne. La deuxième chose, c'est que nous organisons tous les jeudis une masterclass qui est complètement gratuite sur le leadership, le développement personnel et les finances. Alors, si tu veux en savoir plus et t'enregistrer pour participer à ces masterclass, suis simplement le lien en description de cette vidéo. Ça signifie que vous créez une entreprise. Peut-être que cela signifie que vous investissez plus dans votre entreprise. Plusieurs façons de s'y prendre, mais maintenant, il s'agit de détourner une partie de votre attention, de votre énergie, de votre concentration, voire de votre argent pour gagner plus d'argent afin d'acheter plus d'actifs et non des passifs. Et quand vous faites cela, cela va vous permettre de construire davantage de richesses. Maintenant, ce que j'aime mentionner à ce sujet, c'est d'avoir un système qui vous permette de faire croître vos investissements en fonction de l'argent que vous gagnez, qui vous permette d'augmenter votre épargne en fonction de vos revenus, mais qui vous permette aussi d'augmenter vos dépenses en fonction de ce que vous gagnez. Donc, une règle simple pour aborder cela, c'est E. L'une des choses dont je parle, c'est le plan 75-15-10, qui dit que pour chaque dollar que vous gagnez, 75 cents est le maximum que vous pouvez dépenser. 15 cents est le minimum que vous investissez. 10 cents est le minimum que vous épargnez. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous gagnez 5 000 $, vous savez qu'il y a un montant limité d'argent que vous pouvez dépenser. Si vous gagnez 50 000 $, vous pouvez dépenser plus. Mais vous investissez aussi davantage votre argent. Vous épargnez aussi davantage votre argent. De cette façon, tu veux sortir et t'acheter de plus belles choses? Super, tu peux, mais tu investis aussi en même temps. Parce que l'essentiel, n'est-ce pas, l'objectif, c'est simplement d'acheter plus d'actifs. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous offrir de belles choses, mais assurez-vous simplement de donner la priorité aux actifs. Rendez-vous riche avant de donner la priorité à enrichir BMW, Louis Vuitton et tous les autres. Alors, si tu veux recevoir ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner à notre compte.